c'est un beau métier d'enseigner. Hein. C'est un beau métier. Malheureusement, c'est devenu une fonction publique et je pense que ce changement qui date à la fin du 19e siècle, ça a complètement dénaturé ce métier en fait. L'éducation nationale est un monopole et comme tout monopole, il incite à l'immobilisme. Il n'y a pas d'incitation à travailler parce que quel que soit l'investissement, on est payé de la même façon. Tout porte à l'infantilisation et alors d'autant plus qu'il y a un vrai problème moral aussi, c'est qu'on est payé avec de l'argent volé. C'est-à-dire... Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle série du podcast. Nous allons nous imprégner d'une nouvelle réflexion de Murray Rothbard. Cette analyse porte, sans surprise, sur l'état dont Rothbard ne cesse d'éclairer d'une lumière éclatante les traits les plus sombres. À l'instar des autres analyses du même auteur partagées dans ce podcast, cette série est de la plus grande importance. Poursuivant son travail de critique systématique de l'État, Murray Rothbard se concentre ici sur l'un de ses monopoles chéris, l'éducation. Education, Free and Compulsory est le titre de ce petit livre d'une centaine de pages à peine que nous allons découvrir ensemble au cours des 6 épisodes à venir. L'analyse est puissante, cinglante parfois, et s'appuie sur la verve inimitable de l'auteur. L'ouvrage est publié en 1972, mais il faudra attendre 2016, soit près d'un demi-siècle, pour le découvrir en langue française aux éditions de l'Institut Coppet. Cette traduction tardive et ô combien attendue, l'éducation gratuite et obligatoire, est le fruit des efforts conjoints de Nathanaël Lavallee, Claude Balança et Marius Joseph Marchetti. Benoît Malbranc, directeur des éditions de l'Institut Coppet, en signe une excellente préface. Merci à eux pour cet inestimable apport à notre culture politique. La lecture est segmentée en 6 parties d'une vingtaine de minutes chacune. Chacun des 6 épisodes correspondants est ponctué d'extraits d'une conversation avec Damien Tellier, fondateur de l'Institut Coppet et grand connaisseur de Rothbard. Chaque épisode se conclut par la lecture d'un court extrait d'une analyse remarquable de l'éducation gratuite et obligatoire par Olivier Ledoy, polytechnicien, docteur en finance du MIT, puis professeur à HEC, UCLA, à l'Université de Lausanne, puis l'Université de Zurich. Olivier Ledoy publie en effet en 2013 La séparation de l'école et de l'État selon Murray Rothbard, un essai fort pertinent qui replace l'analyse de Rothbard dans la France du début du XXIe siècle. Notons que l'e-book L'éducation gratuite et obligatoire de Rothbard et l'essai de Ledoy sont accessibles gratuitement sur le site de l'Institut Coppet, dont on ne l'aura jamais assez le travail. Voilà, ouvrons ce livre ensemble et commençons par la préface de Benoît Malbranc qui nous offre là une excellente introduction. Nous entamerons ensuite le premier chapitre intitulé « L'éducation de l'individu » qui pose les bases de la réflexion. C'est parti. L'éducation gratuite et obligatoire de Murray Rothbard, traduit de l'américain par Nathanaël Lavallee, Claude Balança et Marius Joseph Marchetti. Paris, 2016, Institut Coppet. Préface. Depuis le temps que les Français se plaignent du désastre qu'est devenue l'éducation nationale, les mots sont connus. Niveau général en berne et perte régulière de place dans les classements internationaux, inégalité croissante entre les enfants de milieux socio-professionnels différents malgré un égalitarisme forcené, désespérance des enseignants démotivés qu'on peine à recruter, crainte vive des parents qui abandonnent leurs enfants dans des établissements où sévit la délinquance juvénile. Tous les ans, les lois changent et rien ne change. Dans ce petit livre, vous apprendrez pourquoi l'éducation nationale, toute éducation nationale, est vouée au désastre. Vous verrez que si l'on enseigne les arts plastiques ou la flûte à des collégiens qui savent à peine manier le langage soutenu sans faute, il y a une raison.
et que si on en vient à supprimer les notes ou à leur retirer toute importance dans l'éducation, il y a également une raison. L'auteur, le philosophe et économiste américain Murray Rothbard, 1926-1995, vous expliquera pourquoi défendre l'éducation nationale, c'est heurter la réalité, c'est entreprendre le projet fou de la courber sous le poids de tel ou tel idéal. Car la réalité, c'est que les enfants naissent inégaux en taille, en poids, en aptitude, en goût, en tempérament. Ce serait nier la nature inégalitaire des hommes ou méconnaître le fonctionnement d'une école que de prétendre qu'il est possible à un professeur, enseignant une même matière, au même rythme et avec la même méthode, de satisfaire les besoins éducatifs d'une classe entière de 20, 25 ou 30 élèves, tous différents. À ce stade, le nombre importe peu. La nature, qui a voulu la diversité individuelle, proteste contre cette uniformité forcée. Chaque enfant est unique et doit recevoir un type d'éducation qui lui soit adapté. Il n'y a pas de honte à reconnaître que tel enfant ne démontre aucune disposition dans tel domaine du savoir ou qu'il lui faut sensiblement plus de temps pour parvenir à maîtriser tel enseignement ou encore que seule telle méthode originale de lui présenter tel savoir le rend à même de le comprendre et à prendre des dispositions en accord avec ses faits. Le rythme, la méthode, le contenu, tels sont quelques-uns des paramètres que tout système d'éducation doit fixer. Les débats inlassables sur les rythmes scolaires, sur les méthodes pédagogiques pour l'apprentissage de l'écriture ou de la lecture, ou sur l'utilité de l'histoire, de la philosophie ou de quelque autre matière, sont futiles quand on reconnaît qu'aucune disposition ne conviendra à tous les enfants et que le problème est plus profond. Aujourd'hui, l'éducation est la même pour tous, quant au contenu, aux méthodes et au rythme. Les élèves brillants, qui s'ennuient face au niveau moyen, ne parviennent pas à développer leurs capacités au niveau qu'on pourrait espérer d'eux, et la facilité avec laquelle ils accomplissent les tâches qu'on leur demande développe en eux la paresse et le désabusement. Les élèves les moins avancés, en revanche, ou ne parviennent pas à intégrer un quelconque enseignement malgré la faiblesse du niveau fixé, ou ressentent de l'aigreur et du chagrin à la vue des facilités des élèves brillants et autant qu'ils font perdre à la classe par les limites de leur intellect. L'idée selon laquelle l'État a un devoir moral d'éduquer les enfants doit aussi être rejetée résolument. Pour des intelligences non préparées, le déversement d'un savoir aseptisé, certifié et contrôlé par des fonctionnaires de l'État, est un danger auquel on a prêté encore trop peu d'attention. Si la liberté de la presse a autant de valeur, c'est qu'elle protège les esprits d'un monopole sur les idées, c'est qu'elle prévient le danger des tyrannies. Or, c'est là toute l'ambition, grotesque ou dangereuse, d'une éducation nationale. Modeler la jeunesse et lui inculquer l'obéissance envers l'État et la supériorité naturelle du groupe sur l'individu. L'existence en France d'écoles privées n'est bien entendu qu'un leurre. Les pouvoirs publics s'étant très tôt assuré une mainmise totale sur ces établissements à travers le recrutement et la formation des enseignants, la rédaction des programmes scolaires et l'instauration de diplômes nationaux. La véritable solution, soutient Murray Rothbard dans ce livre, est l'instauration d'un marché de l'éducation où école privée et éducation à la maison, homeschooling, par les parents ou par un tuteur, pourrait enfin se développer. De toutes les solutions possibles, l'éducation d'un enfant par ses parents ou par un tuteur sélectionné par eux apparaît en effet comme la plus propre à développer ses capacités intellectuelles. Dans la réalité, elle s'avère parfois impossible pour des raisons économiques ou pratiques. La solution globale est donc, outre l'autorisation du homeschooling, d'instaurer d'urgence un libre marché de l'éducation où des écoles véritablement privées se spécialiseraient et entreraient en concurrence pour éduquer certaines tel type d'enfants, certaines tel autre type. Cela permettrait à chaque parent de trouver pour son enfant une école adaptée à ses dispositions et à ses goûts, comme il trouve chaussure à son pied dans tous les domaines encore laissés au système de la libre entreprise. Benoît Malbranc, Institut Copé. L'éducation de l'individu. Tout nourrisson vient au monde dépourvu des facultés caractéristiques qu'on attribue aux êtres humains pleinement développés.
Cela ne signifie pas simplement la capacité de voir clairement, de se déplacer, de se nourrir, etc. Cela signifie avant tout qu'il est dépourvu de la capacité de raisonnement, la capacité qui distingue l'homme des animaux. Cependant, la distinction fondamentale entre le bébé et les autres animaux est qu'il possède potentiellement ces pouvoirs, en particulier l'attribut de la raison en lui. Le processus de croissance est le processus de développement des facultés de l'enfant. D'un état d'impuissance et d'incompétence semblable à celui que subissent quelques animaux nouveau-nés, l'enfant grandit jusqu'à atteindre la gloire associée à la pleine stature d'un adulte. Parce qu'ils sont immédiatement apparents au sens, il est aisé de surestimer la nature purement physique de ces changements. La croissance du bébé en hauteur et en poids, son apprentissage de la marche et du langage, etc. peuvent être étudiés du point de vue des seules activités physiques ou musculaires concernées. Cependant, la caractéristique qui est d'une importance cruciale dans le processus de croissance est mentale. C'est le développement des facultés mentales ou celui de la perception et de la raison. L'enfant, utilisant ses nouvelles capacités mentales, apprend et acquiert des connaissances non seulement du monde qui l'entoure, mais aussi de lui-même. Ainsi, son apprentissage de la marche et du langage et sa maîtrise de ses aptitudes dépendent de sa capacité mentale à acquérir cette connaissance et à l'utiliser. À mesure que l'enfant exerce sa faculté nouvelle de raisonnement ainsi que ses capacités musculaires, ses capacités croissent et se développent, ce qui fournit à son tour à l'enfant une impulsion nouvelle dans l'exercice de ses facultés. Plus précisément, l'enfant en apprend sur le monde qui l'entoure, sur les autres enfants et les adultes, et sur ses propres capacités mentales et physiques. Tout enfant venant au monde arrive dans un certain environnement. Cet environnement se compose des choses physiques, naturelles ou artificielles, et des autres êtres humains avec lesquels il entre en contact de diverses manières. C'est sur cet environnement qu'il exerce ses capacités en formation. Sa raison forme des jugements sur les autres personnes, sur ses relations avec eux et avec le monde en général. Sa raison lui révèle ses propres désirs et ses capacités physiques. De cette manière, en travaillant avec son environnement, l'enfant en croissance développe des objectifs et découvre des moyens de les atteindre. Ces objectifs sont basés sur sa propre personnalité, sur les principes moraux qu'il a conclus être les meilleurs et sur ses goûts esthétiques. Sa connaissance des moyens est basée sur ce qu'il a appris être le plus approprié. Ce domaine de la théorie auquel il adhère, il l'a acquis avec ses facultés de raisonnement, soit à partir de son expérience directe ou de celle des autres, soit grâce à une déduction logique effectuée par lui-même ou par d'autres. Quand il a finalement atteint l'âge adulte, il a développé ses facultés dans toute la mesure possible et a acquis un ensemble de valeurs, de principes et de connaissances scientifiques. L'ensemble de ce processus de croissance, de développement de toutes les facettes de la personnalité d'un homme constitue son éducation. Il est évident qu'une personne acquiert son éducation dans toutes les activités de son enfance. Toutes ses heures d'éveil sont employées à l'apprentissage sous une forme ou sous une autre. Il est évidemment absurde de limiter le terme éducation à la scolarisation formelle d'un individu. Une personne apprend tout le temps. Elle apprend et forme des idées sur les autres personnes, sur leurs désirs, sur les actions permettant de les réaliser, sur le monde et les lois naturelles qui les régissent, sur ses propres objectifs et les moyens de les atteindre. Elle formule des idées sur la nature de l'homme et sur ce que devraient être ses propres objectifs et ceux des autres êtres humains à la lumière de cette nature. Il s'agit là d'un processus continu. Et il est évident que la scolarisation formelle ne constitue qu'un élément dans ce processus. Fondamentalement, tout le monde est, de fait, un autodidacte. L'environnement d'une personne, qu'il soit physique ou social, ne détermine pas les idées et les connaissances qu'elle développera en tant qu'adulte. C'est un fait fondamental de la nature humaine qu'une personne forme ses idées pour elle-même. D'autres peuvent les influencer, mais personne ne peut déterminer dans l'absolu les idées et les valeurs que l'individu va adopter ou maintenir au cours de sa vie. L'instruction formelle.
Si tout le monde est constamment en processus d'apprentissage, et si la vie de chaque enfant fait partie de son éducation, pourquoi avons-nous besoin d'une éducation formelle? La nécessité d'un enseignement formel découle du fait que les facultés de l'enfant sont sous-développées et seulement potentielles. Elles ont besoin d'expérience afin de se développer. Pour que cet exercice soit possible, l'enfant a besoin de matériaux environnementaux sur lesquels il puisse opérer et avec lesquels il puisse travailler. Cependant, il est clair que pour une grande partie de son enseignement général, il n'a pas besoin d'instruction systématique ou formelle. Ses capacités physiques ne manquent presque jamais d'espace pour se développer et s'entraîner. Dans ce domaine, aucune instruction formelle n'est nécessaire. Si la nourriture et un abri lui sont fournis, l'enfant va grandir physiquement sans avoir besoin de beaucoup d'instruction. Ses relations avec autrui, les membres de sa famille et les étrangers, vont se développer spontanément tout au long de sa vie. Dans le but de répondre à ces problématiques, l'enfant exercera spontanément ses facultés sur les matériaux abondants dans le monde qui l'entoure. Les préceptes qui lui sont nécessaires peuvent être obtenus assez simplement, sans besoin d'une étude systématique. Mais il est un domaine de l'éducation où la spontanéité directe, jointe à quelques préceptes, ne peut pas suffire. C'est le domaine des études formelles, et en particulier le domaine de la connaissance intellectuelle. Cette connaissance, qui réside au-delà du périmètre de sa vie quotidienne, implique un exercice supérieur des capacités de raisonnement. Elle doit être conférée par l'utilisation de l'observation et le raisonnement déductif, et maîtriser un tel appareillage de réflexion prend beaucoup de temps. En outre, cela doit être enseigné méthodiquement parce qu'un raisonnement se construit par étapes logiquement ordonnées qui transforment l'observation en un ensemble cohérent de connaissances. L'enfant manquant de facultés pleinement développées pour l'observation et le raisonnement n'apprendra jamais ces sujets tout seul comme il peut le faire pour d'autres. Il ne peut pas les observer et en déduire des conclusions sans aide par ses propres facultés mentales. Il peut apprendre ces sujets grâce aux explications orales d'un instructeur, grâce à la lecture de livres ou par le biais des deux méthodes. L'avantage du livre est qu'il peut énoncer le sujet pleinement et méthodiquement. L'avantage de l'enseignant est que, en plus de connaître préalablement le livre, il connaît l'enfant et se charge directement de lui. Il peut lui expliquer les points importants ou imprécis. De manière générale, on a pu constater que l'alliance des livres et de l'enseignant est la meilleure technique pour tout enseignement formel. L'instruction formelle traite donc de l'ensemble des connaissances sur certains sujets précis. Ces sujets sont les suivants. Tout d'abord, la lecture, de sorte que l'enfant dispose d'un remarquable outil pour l'acquisition prochaine de connaissances et avec pour corollaire les différents arts du langage tels que l'orthographe et la grammaire. L'écriture est une autre puissante clé dans le développement mental de l'enfant. Une fois que ces outils ont été maîtrisés, l'instruction se déroule naturellement suivant un développement logique. La lecture sert à aborder des sujets tels que les lois naturelles de la planète, sciences naturelles, l'histoire de l'évolution de l'homme, de ses buts et de ses actions, histoire, géographie, et plus tard les sciences morales du comportement humain, l'économie, la politique, la philosophie, la psychologie, et l'étude des créations inventives de l'homme, la littérature. L'essai et la composition constituent les ramifications de l'écriture. Un troisième outil élémentaire doté d'une grande puissance est l'arithmétique, qui commence par de simples chiffres et qui mène aux branches les plus développées des mathématiques. Parmi ces sujets fondamentaux, la lecture est de la première importance, et c'est pour cela que l'apprentissage de l'alphabet est le premier et le plus important des outils à acquérir. Il est devenu à la mode de tourner en dérision l'accent mis sur les 3 R, reading, writing and arithmetic. Mais il est évident que ceux-ci sont d'une importance considérable. Et plus tôt ils seront convenablement acquis, plus tôt l'enfant sera en mesure de faire sien le vaste domaine de connaissances que constitue le grand héritage de la civilisation humaine. Ces 3 R sont les clés qui permettent d'ouvrir les portes de la connaissance humaine, ainsi que les portes de l'épanouissement et du développement des facultés mentales de l'enfant.
Il est également clair que ce n'est que dans les sujets techniques que l'enseignement formel peut être d'une quelconque nécessité ou utilité, puisque ce genre de connaissance doit être présenté méthodiquement. Il est évident que nous n'avons pas besoin d'enseignement formel pour savoir comment jouer, pour appartenir à un groupe, pour sélectionner un dentiste et pour une multitude de cours similaires fournis dans l'éducation moderne. Puisqu'il n'y a pas besoin d'enseignement formel pour l'effort corporel ou la spontanéité, il n'y a pas besoin d'apprentissage pour l'éducation physique ou pour peindre avec ses doigts. La diversité humaine et l'instruction individuelle. L'une des données les plus importantes à propos de la nature humaine est la grande diversité qu'il existe entre les individus. Bien entendu, il y a certaines caractéristiques globales, physiques et mentales, qui sont communes à tous les êtres humains. Toutefois, plus que dans toute autre espèce, les individus humains sont des êtres distincts et séparés. Non seulement chaque empreinte digitale est unique, mais chaque personnalité est également unique. Chaque personne est unique quant à ses goûts, ses centres d'intérêt, ses facultés et les activités qu'elle choisit d'entreprendre. Les activités animales, routinières et guidées par l'instinct tendent à être uniformes et semblables. Mais les individus humains, malgré des similarités quant aux fins et aux valeurs, malgré des influences mutuelles, tendent à exprimer la marque unique de leur propre personnalité. L'augmentation de la variété individuelle tend à être à la fois la cause et l'effet du progrès de la civilisation. À mesure que la civilisation se développe, la raison et les goûts d'une personne ont de plus en plus d'opportunités de se développer dans un nombre croissant de domaines. Et de telles opportunités entraînent le perfectionnement de la connaissance et le progrès qui, à leur tour, améliorent le degré de civilisation de la société. De plus, la variété des intérêts et des talents des individus permettent l'accroissement de la spécialisation et de la division du travail sur lesquels reposent les économies avancées. Comme l'a écrit le révérend George Harris, « La sauvagerie, c'est l'uniformité. Les distinctions principales sont le sexe, l'âge, la taille et la force. Les sauvages pensent de la même façon ou ne pensent pas du tout et leur conversation repose sur l'usage de monosyllabes. Il n'y existe pour ainsi dire aucune variété, il n'y a qu'une masse d'hommes, de femmes et d'enfants. Le stade supérieur suivant, le barbarisme, est marqué par la variété croissante des fonctions. Une certaine division du travail s'est installée, ainsi qu'un certain partage des pensées, une meilleure gouvernance et un plus grand exercice de l'intelligence et des arts. Le stade le plus élevé, la civilisation, manifeste le plus grand degré de spécialisation. Le nombre de fonctions distinctes s'est accru, les professions mécaniques, commerciales, éducatives, scientifiques, politiques et artistiques se sont multipliées. Si les sociétés primitives se caractérisent par la similitude et l'égalité, les sociétés développées sont marquées par la différence, l'inégalité et la variété. Plus la civilisation décline, plus la monotonie s'installe. Plus elle s'élève, plus la variété se répand. Plus elle décline, plus les personnes se ressemblent, plus elle s'élève, plus les personnes se distinguent les unes des autres. Il semble que la quête de l'égalité conduise au déclin vers un état de sauvagerie et qu'à l'inverse, la recherche de la variété constitue un progrès vers un degré supérieur de civilisation. C'est pourquoi, si le progrès est issu de la satisfaction croissante des besoins, il devrait exister encore davantage de variété dans les fonctions et de nouvelles et plus complètes différenciations dans les formations et les carrières. Chaque étape du progrès implique l'addition d'un facteur humain qui, d'une certaine manière, se distingue de tous les facteurs existants. Le progrès de la civilisation doit donc correspondre à une augmentation de la diversification des individus qui composent la société. Chaque nouvelle invention et chaque nouvel art doit se combiner avec un savoir nouveau et une plus large application des principes moraux. Avec le développement de la civilisation et de la diversité individuelle, il y a de moins en moins de place pour l'uniformité et donc de moins en moins d'égalité. Seuls les robots d'une ligne de production ou des brins d'herbe peuvent être considérés comme parfaitement égaux, comme identiques quant à chacun de leurs attributs.
Plus le nombre d'attributs que deux organismes ont en commun est faible, moins ils sont égaux, plus ils sont inégaux. Les êtres humains civilisés, par conséquent, sont inégaux dans la plupart de leurs traits de personnalité. L'existence de cette inégalité dans les goûts, les capacités et les caractères n'est pas nécessairement une distinction injuste. Elle reflète simplement le spectre de la diversité humaine. Il est évident que l'enthousiasme généralisé en faveur de l'égalité est fondamentalement anti-humain. Il tend à réprimer l'épanouissement de la diversité individuelle, de la personnalité individuelle et de la civilisation elle-même. Il est une course accélérée vers l'uniformité des temps sauvages. Étant donné que les capacités et les intérêts sont naturellement divers, toute trajectoire allant dans le sens d'une plus grande égalité dans la majorité ou la totalité des domaines est une cause de décadence. Une telle orientation s'oppose au développement du talent, du génie, de la variété et de la capacité de raisonnement. Niant les principes fondamentaux de la vie humaine et du développement humain, le credo de l'égalité et de l'uniformité est un credo de mort et de destruction. Il existe toutefois certaines situations dans lesquelles l'égalité entre les hommes est judicieuse et bénéfique. Chaque individu devrait pouvoir développer ses facultés et sa personnalité dans le cadre le plus libre possible. Afin d'obtenir ce cadre, il doit être protégé de la violence qui pourrait s'exercer contre lui. La violence ne peut que comprimer et détruire l'activité et le développement humain, et ni la raison ni la créativité ne peuvent fonctionner dans une atmosphère de coercition. Si chaque personne jouit d'une défense égale contre la violence, cette égalité devant le droit lui permet de maximiser le déploiement de ses capacités. Puisque chaque personne est un individu unique, il est clair que le meilleur modèle d'instruction formelle sera le modèle le plus adapté à ses propres particularités individuelles. Chaque enfant possède une intelligence, des aptitudes et des intérêts différents. Par conséquent, le meilleur choix quant au rythme de l'enseignement, à son organisation, à sa variété, à ses méthodes ainsi qu'au contenu des leçons différera grandement d'un enfant à l'autre. Tel enfant sera mieux disposé, par ses goûts et ses capacités, à suivre un cours intensif d'arithmétique 3 fois par jour, suivi 6 mois plus tard par un cours similaire de lecture. Tel autre enfant saura étudier plusieurs cours simultanément dans une brève période de temps. Un troisième, enfin, aura besoin d'une longue période pour apprendre à lire, etc. Et l'instruction se composant d'étapes formelles et méthodiques, il existe une variété infinie de rythmes et de combinaisons qui peuvent convenir au mieux pour chaque enfant. Il est donc évident que la meilleure forme d'instruction est l'instruction individuelle. Un cours dans lequel un professeur enseigne à un élève est clairement de loin la meilleure forme de cours. Ce n'est que dans ces conditions que les capacités humaines peuvent se développer au mieux. Il est certain que l'école traditionnelle, avec ses classes où un professeur enseigne à de nombreux élèves, est comparativement un système infiniment plus mauvais. Étant donné que chaque enfant diffère des autres quant à ses goûts et ses capacités, et que le professeur ne peut enseigner qu'une chose à la fois, il est évident que chaque classe doit couler l'enseignement dans un moule uniforme. Quel que soit le rythme, l'organisation ou la variété que le professeur adopte dans sa manière d'enseigner, il fait violence à chaque enfant. Toute scolarisation implique une déformation de chaque enfant pour l'adapter au lit de Procuste de l'uniformité insoutenable. Dès lors, quel langage devons-nous tenir face aux lois qui imposent la scolarisation obligatoire de chaque enfant ? Ces lois sont généralisées dans le monde occidental. Dans les pays où les écoles privées sont autorisées, elles doivent toutes se conformer aux normes éducatives imposées par l'État. Toujours est-il que l'injustice que représente l'instauration de normes éducatives doit être bien comprise. Certains enfants sont plus simples d'esprit et l'éducation doit leur être inculquée à un rythme plus lent. Les enfants brillants ont besoin d'un rythme soutenu pour développer leurs facultés. De plus, de nombreux enfants montrent d'excellentes aptitudes dans un domaine et se retrouvent mauvais dans un autre. Ils mériteraient certainement d'avoir la permission de s'adonner aux sujets dans lesquels ils sont les meilleurs et de délaisser ceux où ils peinent.
Quelles que soient les normes que l'État impose dans l'éducation, une injustice est commise à l'égard de chaque enfant. À l'égard des plus bêtes qui ne peuvent assimiler aucun enseignement, à l'égard de ceux qui se montrent capables dans certaines matières et incapables dans d'autres, à l'égard des enfants brillants qui aimeraient cultiver leur esprit avec des leçons plus avancées et qui doivent attendre que leurs camarades les moins avancés aient rattrapé le wagon. De la même manière, quel que soit le rythme que le professeur adopte dans la classe, il commet une injustice à l'égard de presque tous ses élèves, à l'égard des élèves idiots, qui ne peuvent pas suivre, et à l'égard des élèves brillants qui perdent leur intérêt et les chances précieuses qu'ils avaient de développer au maximum leurs capacités. Assurément, la plus grande des injustices est l'interdiction qu'ont les parents d'instruire leurs propres enfants. L'instruction parentale est conforme à l'arrangement idéal. Il s'agit tout d'abord d'une instruction individualisée, où le professeur s'occupe directement d'un enfant unique et s'adapte à ses capacités et à ses intérêts. En second lieu, qui mieux que les parents peut connaître les capacités et la personnalité d'un enfant ? Par leur vie quotidienne en commun avec l'enfant et par leur amour pour lui, les parents sont les plus qualifiés pour lui donner l'instruction formelle nécessaire. L'enfant reçoit ainsi l'attention individuelle qui correspond à sa propre personnalité. Personne n'est plus qualifié que le parent pour savoir combien ou à quel rythme il faut enseigner à l'enfant, quelle dose de liberté ou d'accompagnement il a besoin, etc. Presque tous les parents sont à même d'instruire leurs enfants, en particulier pour les matières élémentaires. Ceux qui manquent de qualification dans ces matières peuvent embaucher des tuteurs individuels. Ces tuteurs peuvent également être employés dans les cas où les parents n'ont pas suffisamment de temps disponible pour se charger eux-mêmes de l'instruction formelle de leurs enfants. Les parents sauront mieux que quiconque s'il est souhaitable qu'ils instruisent eux-mêmes leurs enfants ou dans le cas contraire, quel tuteur serait le mieux à même de le faire à leur place. Les parents peuvent mesurer les progrès de l'enfant, les effets quotidiens de l'instruction du tuteur, etc. En complément de l'instruction parentale et des cours particuliers, les parents peuvent envoyer leurs enfants dans des écoles privées. Cette alternative, toutefois, n'est pas aussi satisfaisante à cause de la nécessaire absence de toute instruction individuelle et de tout rythme individuel d'apprentissage. Les classes sont remplies d'enfants et tant la durée des cours que leur niveau sont fixés. Le seul argument qui fasse préférer les écoles à l'instruction individuelle est d'ordre économique. Le prix des cours particuliers est prohibitif pour la plupart des parents. En conséquence, ils se doivent d'adopter la seule alternative possible, l'instruction de masse, où un professeur enseigne à de nombreux enfants simultanément. Il est clair que ces écoles privées représentent une solution inférieure à l'instruction individuelle. Quel que soit le rythme que le professeur adopte, une injustice est commise envers une majorité d'enfants. Lorsque l'État impose certains critères aux écoles privées, un crime bien plus grand est commis à l'encontre des enfants. Car si le choix éducatif est entièrement libre et débarrassé de toute coercition étatique, les parents, qui connaissent et aiment leurs enfants plus que quiconque, seront en mesure de sélectionner le meilleur mode d'instruction qu'ils peuvent se permettre de payer. S'ils embauchent un tuteur privé, ils choisiront le plus compétent pour enseigner à leur enfant. S'ils peuvent choisir n'importe quel type d'école privée, ils choisiront la plus adaptée à leur enfant. L'avantage d'un développement illimité des écoles privées est qu'il se constituera dans le marché libre un type différent d'établissements scolaires pour chaque type de demande. Certaines écoles seront faites pour accueillir spécialement les enfants brillants, d'autres pour les enfants moyens et d'autres encore pour les plus médiocres. Certaines sélectionneront les enfants montrant un large éventail d'aptitudes variées, d'autres qui tireraient profit à se spécialiser, etc. Mais si l'État décrète, par exemple, qu'il sera interdit pour une école de ne pas enseigner l'arithmétique, cela voudra dire que ces enfants qui peuvent être brillants dans d'autres domaines, mais n'ont que peu ou pas d'aptitude pour l'arithmétique, devront être les victimes d'une souffrance inutile. La décision de l'État d'imposer des règles uniformes constitue une grave violation à la diversité des goûts et des talents humains. Les lois sur la scolarisation obligatoire édictées par l'État ne se limitent pas à réprimer le développement d'écoles privées spécialisées et en partie individualisées, répondant aux besoins des différents types d'enfants. Elles empêchent l'éducation de l'enfant par les personnes qui, sous de nombreux rapports, sont les mieux qualifiées, ses parents.
Ces lois contraignent également les enfants qui montrent peu ou aucune aptitude pour l'instruction à aller à l'école. Il s'avère que parmi la variété des capacités humaines, il existe un grand nombre d'enfants aux dispositions intellectuelles inférieures à la normale qui ne sont pas réceptifs à l'instruction et dont les capacités de raisonnement sont assez faibles. Forcer ces enfants à la scolarisation, comme le fait l'État presque partout, est un crime commis envers leur nature. Dénués de la capacité d'assimiler des connaissances ordonnées, ils doivent rester assis et souffrir pendant que les autres apprennent, tandis que les élèves brillants et moyens sont contraints de freiner leur apprentissage pendant que ces élèves sont mis sous pression pour digérer l'enseignement dispensé. Dans tous les cas, l'instruction n'a à peu près aucun effet sur ces enfants qui gaspillent de nombreuses heures de leur vie à cause d'un simple décret étatique. Si ces heures étaient plutôt utilisées pour un apprentissage via des expériences simples et directes, ils seraient sans aucun doute des enfants puis des adultes plus équilibrés. Voilà, ici s'achève le tout premier segment de notre lecture de l'éducation gratuite et obligatoire. Dans son excellente préface, Benoît Malbranc plante le décor, décrivant de façon claire et efficace le contexte, les enjeux et la portée de cette analyse. Et en introduction, Rothbard centre immédiatement le problème. Certes, il est question d'éducation, d'instruction formelle plus précisément, mais cette question concerne avant tout l'individu, dont l'unicité et la spécificité des talents sont autant de richesses à développer pour son propre bénéfice et celui de la société. Au cœur du combat politique et philosophique que mène Rothbard, on trouve l'individu face à l'État enclin à le conformer à ses besoins. Je te propose maintenant d'écouter quelques courts extraits d'une conversation avec Damien Tellier à propos de ce livre. Je lui demandais tout d'abord de nous présenter l'auteur, Murray Rothbard. Voici ce qu'il en dit. Oui, alors il est né en 1926, il est mort en 1995. Il est né de parents immigrés, son père était polonais, sa mère était russe. Il est né dans le Bronx, donc une famille juive, modeste. Et il a fait un doctorat d'économie à Columbia University. Et déjà, en fait, sa thèse de doctorat portait sur l'histoire de l'économie. Il s'est intéressé à la toute première crise bancaire au XIXe siècle. Et également, il a fait des études de philosophie. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner parce que finalement, c'est quelqu'un qui est très complet. C'est-à-dire qu'il est économiste, historien et philosophe. Ouais. Dans ses écrits, il y a ce côté interdisciplinaire qui permet une transmission de savoir, de perspectives différentes. Et c'est super, super intéressant. Oui. Et c'est ça qui fait tout son intérêt et son style, justement. C'est qu'il est capable de croiser les disciplines. Et c'est Hayek qui disait un bon historien doit être philosophe et un bon philosophe doit être historien, ou économiste d'ailleurs, hein, les trois en fait vont ensemble. Donc parce qu'il s'agit toujours de l'homme finalement. De quoi parle-t-on? On parle de l'homme, hein, de l'être humain, de la personne humaine et de la société. Voilà. Donc ces problèmes sont interdépendants et ne peuvent pas être séparés. Une économie qui serait mathématisée, purement mathématisée, positiviste, eh bien, serait extrêmement desséchante et passerait à côté en fait de l'essentiel. C'est ça. Et puis on lui reproche parfois justement d'avoir de donner un caractère très moral à ses analyses. Mais bien évidemment, c'est probablement ce qu'il recherche parce que oui, il cherche ce qui est bon pour l'homme et donc il se sert aussi des disciplines. Il porte un jugement, il a une vision pour l'homme. En l'occurrence, tu vas pouvoir nous l'expliquer, mais c'est quelqu'un qui a été qui a eu une influence assez significative sur le courant libertarien, etc. Il porte un idéal pour l'homme. Hein. Oui. Et alors, bien sûr, il a beaucoup reçu de Ludwig von Mises. Il a assisté à ses séminaires dans les années 50, 60, lorsque Mises a émigré aux États-Unis. Et il a été vraiment son disciple. Simplement, il a voulu, sur certains points, approfondir et développer des domaines
par exemple, justement, le domaine moral, le domaine philosophique et moral, le domaine politique, qui ont été un peu moins abordés par Mises. En fait, il y a aussi le fait que Mises était plutôt utilitariste, c'est-à-dire il considérait que le marché libre était la meilleure solution pour une société pacifique et prospère. Ah, bien sûr, avec ça, Murray Rothbard est d'accord, mais il considère qu'il faut développer aussi un argument moral. Souvent, la morale est laissée à la gauche. Or, justement, il avait le souci de ne pas laisser à la gauche l'argument moral et de le développer également en faveur du libre marché. Donc, une question de justice. Mais justement, ce qui est très, très intéressant chez Rothbard, c'est que il repense la justice sociale dans le cadre d'un individualisme et d'une philosophie de la liberté fondée sur le droit naturel. C'est quelqu'un, d'ailleurs, quand on le voit un peu dans les vidéos ou dans les photos, quelqu'un de très rond, qui était un bon vivant, qui aimait, alors qui est très souriant, qui est toujours en train de faire des plaisanteries, de rigoler. Donc quelqu'un qui avait une vraie chaleur humaine, et tous les gens qui l'ont approché ont été fascinés par le côté sympathique et chaleureux du bonhomme. Ouais, je trouve ça important. Pour moi, c'est aussi un signe d'intelligence. Tu vois, quand je vois le nouveau Premier ministre canadien qui s'est fait élire, la Carney, quand il sourit, quand il danse et tout, je vois pas une grande spontanéité. On sent que c'est pas totalement incarné, quoi. Donc, moi, je trouve que c'est important. En tout cas, c'est très rassurant chez des intellectuels de voir qu'ils ont, au niveau émotionnel, un bon équilibre et une capacité d'empathie, de communication avec les autres, quoi. Voilà, alors à côté de ça, il était très radical. Et justement, j'aime bien ce mot radical parce que ça vient du latin radix, la racine. Ça veut dire qu'il va à la racine des choses. Clairement, on discerne chez Damien de l'admiration pour Rothbard, pour sa démarche intellectuelle, sa culture, son radicalisme et sa bonhomie aussi. J'ai aussi interrogé Damien sur sa propre vocation, professeur de philosophie, et sur le regard qu'il porte aujourd'hui sur l'éducation nationale telle que nous la connaissons. Écoutons-le. Tu es professeur de philosophie et toutes ces questions d'éducation, de transmission, comme tu disais, de liberté, c'est au cœur de ta vie. Oui, j'aime bien quand tu dis ça parce que c'est vrai que c'est un beau métier d'enseigner. C'est un beau métier. Malheureusement, c'est devenu une fonction publique et je pense que ce changement qui date à la fin du 19e siècle, ça a complètement dénaturé ce métier, en fait. L'éducation nationale est un monopole et comme tout monopole, il incite à l'immobilisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout d'incitation à innover, à prendre des risques. De se remettre en question véritablement. Ouais, voilà, il n'y a pas d'incitation à travailler, parce que quel que soit l'investissement, on est payé de la même façon. Et donc tout porte à vraiment à l'infantilisation. Et alors d'autant plus qu'il y a un vrai problème moral aussi, c'est qu'on est payé avec de l'argent volé. C'est-à-dire, voilà, l'État ne produit rien, il ne crée pas de richesse, donc il vole l'argent et puis il le distribue à des profs qui sont... Alors, je ne mets pas en question, évidemment, la valeur et le mérite de tous ces enseignants. J'en connais quand même beaucoup et qui sont des personnes vraiment pour qui j'ai beaucoup d'estime. Mais il y a une frustration terrible, justement, d'être dans un système qui pousse à la médiocrité, en fait. C'est ça qui est terrible. Voilà. Et donc, moi, j'ai quitté ce système et désormais, eh bien, je vends mes prestations, c'est-à-dire je crée des contenus, je crée des cours. Et ça, c'est le miracle d'Internet. Ce serait absolument pas possible sans Internet. Enfin, terminons ce premier volet de la série avec quelques extraits choisis de l'essai d'Olivier Ledoy, lequel se saisit de l'analyse de Rothbard et qu'il applique au contexte français actuel. Qui est cet Olivier Ledoy ? Eh bien, laissons Damien nous le présenter avant d'en commencer la lecture. Oui, Olivier, donc c'est un vieil ami, quelqu'un qui nous a beaucoup aidé pour le développement de l'Institut Copé
Et parmi justement les études et les travaux qu'il a écrit, il y a cette étude sur le livre de Rothbard, où en fait il essaye d'en saisir tout l'esprit, en fait. Il essaye de retravailler les thèses et les arguments fondamentaux, ainsi que la partie historique, parce que c'est vrai que dans ce livre, il y a une grande partie historique qui concerne un peu la France, mais beaucoup les États-Unis. Et Olivier donc a essayé de présenter, en développant un peu la partie concernant la France. C'est quelqu'un qui a fait l'école polytechnique en France. Ensuite, il est allé au MIT, il a fait un doctorat en finance. Puis, il est devenu professeur de finance à Zurich et à Lausanne. Voilà, donc c'est quelqu'un qui a un bagage intellectuel assez impressionnant, un peu comme Yorick, Yorick de Montbine, qui est passé aussi par les grandes écoles HEC, Sciences Po, l'ENA. Donc, en même temps, c'est quelqu'un qui a gardé la tête froide, c'est-à-dire qui ne s'est pas fait endoctriner et qui a été capable justement de rester lucide sur justement le charlatanisme de l'éducation nationale. Voilà. Bon. Donc, en lisant ce petit essai de Olivier Ledoy, vous aurez, je pense, l'essentiel de ce que nous dit Murray Rothbard, mais avec un argumentaire qui répond à des objections. C'est ça que j'aime bien, c'est qu'il pose des objections, les objections qu'on entend. Et je vous en ai donné un petit peu, j'ai dit qu'est-ce qu'on fait des pauvres ? C'est bien gentil de vouloir une éducation privée sans l'État, mais on fait quoi des pauvres ? Ça, il en parle, il le développe. Il développe aussi, il y a tout un passage sur l'impossibilité du calcul économique en régime collectiviste. Ça, c'est la critique du monopole, et cette critique, elle a été faite par Ludwig von Mises dès 1920. C'est incroyable, c'est en 1920 qu'il publie cet article qui déjà prédit que le système soviétique va s'effondrer. Voilà, on va trouver des choses comme ça. Donc vraiment, vraiment passionnant. Et puis toute la dimension historique sur Jules Ferry, je me souviens qu'il parle beaucoup de Jules Ferry aussi, pour expliquer comment cette éducation gratuite et obligatoire s'est mise en place en France. La séparation de l'école et de l'État, selon Murray Rothbard, par Olivier Ledoy. À la lumière d'un livre de Murray Rothbard, Education Free and Compulsory, nous essaierons dans cette étude d'offrir une explication rationnelle, cohérente et parcimonieuse de l'ensemble des dysfonctionnements de l'école d'État. Effondrement du niveau, hausse vertigineuse des budgets, manuels tendancieux, réformes incessantes, inflation réglementaire, nivellement par le bas, sabotage des apprentissages de base, etc. Introduction. Les yeux fermés. Le constat des échecs navrants de l'école publique a été dressé par de nombreux auteurs. Mais force est de remarquer qu'il vient toujours d'en dehors du système, soit de membres de la société civile, par exemple de simples parents d'élèves, soit de fonctionnaires agissant en francs-tireurs. Ce constat n'a eu aucun écho notable dans les instances hiérarchiques de l'éducation nationale. On peut même parler d'obstruction systématique. Il est facile à un Français qui a les yeux fermés, qui fait encore confiance à l'administration pour l'informer et poser les termes du débat public, de passer complètement à côté. Ceci amène à se demander s'il existe certaines questions que l'État ne sait pas poser et encore moins résoudre. Généralement, oui, on ne peut pas lui faire confiance pour analyser ses propres limites. L'État a tendance à se croire capable de résoudre tous les problèmes. Il a horreur de reconnaître son incompétence et prend rarement des initiatives qui puissent diminuer son propre pouvoir. C'est pourquoi il est temps maintenant de poser les questions subversives que l'État ne sait pas poser, ne veut pas poser. Remise en cause. Une fois posé le constat d'échec de l'école publique, la discussion se porte invariablement sur les moyens d'y remédier. La plupart de ceux qui sont parvenus à se hisser à ce niveau de lucidité sont prêts à remettre en cause les réformes scolaires mises en œuvre au cours des 30 dernières années. Laurent Laforgue, le grand mathématicien qui a fait un passage fulgurant au Haut Conseil de l'Éducation, a envoyé un courriel au président du dit conseil indiquant que les meilleurs programmes étaient ceux de 1923.
Il remet donc en question, au moins implicitement, certains aspects des lois sur l'éducation promulguées au cours des 85 dernières années. Même parmi les Français qui ont les yeux ouverts, il n'y en a pas beaucoup qui remontent aussi loin. Mais l'intelligence et l'intégrité incontestable de Laurent Laforgue font qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main ses opinions. À ce stade, 2 questions s'imposent. Petit a, dans l'hypothèse où 85 années consécutives de réformes ont effectivement dévalorisé l'école publique, quand on se souvient que ces 85 années recouvrent toutes sortes de gouvernements, une guerre mondiale, toutes les transformations possibles et imaginables de la société française, existe-t-il une force unique, mais jusqu'ici cachée, qui explique cette tendance lourde et semble-t-il irrésistible? Petit b. Si l'élite remet en cause 30 ans de loi sur l'éducation, si l'élite de l'élite remet en cause 85 ans, où s'arrêter? Ne faut-il pas aller au-delà? N'est-ce pas le début d'une révolution copernicienne qui aboutira inéluctablement à remettre tout en cause depuis la création de l'école publique? Et si oui, qui osera être le premier à poser franchement le débat en ces termes? Plan. L'objectif de la présente étude est d'être la première dans la France contemporaine à remettre en cause 129 ans de loi sur l'éducation. Cela recouvre toutes les lois sur l'étatisation de l'école, depuis la première loi Jules Ferry datée du 9 août 1879 incluse. On ne peut pas aller plus loin. Pour être précis, nous diviserons le problème en 2 questions distinctes. Premièrement, l'État est-il capable d'instruire les enfants? Deuxièmement, peut-on faire confiance à l'État pour instruire les enfants? L'historien, philosophe et économiste Murray Rothbard a répondu à ces questions en 1971 dans son livre « Education Free and Compulsory ». Libre penseur iconoclaste, Rothbard est un spécialiste de l'État et le maître à penser de l'école libertarienne. Nous nous efforcerons de transmettre l'esprit du livre plutôt que de le suivre à la lettre. Cette étude est une sorte de méta-analyse. Plutôt que de chercher à trouver la bonne réforme de l'école d'État, nous demanderons s'il existe quelque chose de spécifique à l'État qui fait que la bonne réforme ne peut pas être trouvée et appliquée. L'État est-il l'institution adéquate pour éduquer les enfants? C'est une question ambitieuse, mais les progrès de la recherche tout au long du XXe siècle permettent aujourd'hui de l'aborder sérieusement. La réponse est-elle évidente? À l'heure actuelle, presque personne ne se demande s'il faut séparer l'école de l'État. Certains pourraient être tentés de dire « presque personne ne se pose cette question parce qu'il est évident qu'il ne faut pas séparer l'école de l'État ». Avant de continuer, il est donc utile d'expliquer pourquoi personne ne pose cette question, même si sa réponse est loin d'être évidente. Il existe 2 explications plausibles à cet état de fait. La première est l'inertie. L'école a été le domaine de l'État pendant 129 ans et personne n'imagine qu'il pourrait en être autrement. C'est pareil pour tout ce qui perdure. En 1988, les gens ne se demandaient pas si le mur de Berlin allait bientôt tomber, et pourtant ils auraient dû. La deuxième explication est que les questions ne sont pas posées dans le vide, elles sont posées par des gens, des experts reconnus, une élite bien informée, l'homme de la rue. Or, tous ont reçu leur éducation de l'État. Il n'est pas dans l'intérêt de l'État de leur enseigner que l'enseignement doit être séparé de l'État. Seuls des fous cireraient la branche sur laquelle ils sont assis. Or, l'État n'est pas fou. On peut donc en déduire que les gens ne posent pas cette question-là parce que ceux qui leur ont appris à poser des questions ont omis de leur apprendre à poser celle-là. Ce trou noir, dans la capacité mentale à formuler certaines questions gênantes, correspond à un angle mort dans la capacité de l'État à poser des questions introspectives. Une fois qu'on donne à une institution, quelle qu'elle soit, le monopole de l'éducation, on peut garantir qu'au bout d'une génération, presque aucune voix bien éduquée ne s'élèvera pour remettre en question ce monopole. Par conséquent, le fait que personne ne remette en question l'école d'État aujourd'hui ne prouve absolument pas que la question est absurde. Voilà qui vient clore le premier volet de cette lecture commentée.
Lors du prochain épisode, nous verrons quelle réponse Rothbard apporte à la question centrale: est-ce aux parents ou à l'État d'être le gardien de l'enfant? Il y est question de propriété, de droit de l'enfant violé, de contrôle. Nous parlerons aussi des fréquentations de l'enfant, des merveilles insoupçonnées de la mixité sociale comme moyen d'uniformisation et d'égalisation. Je t'en dis pas plus. À très bientôt.